Cheikh Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est ma deuxième ou troisième intervention de la Fondation. Deuxième. Exactement, donc c'est toujours un plaisir de retrouver le centre, de retrouver mon professeur Yiba, qui m'a initialement initié à ce domaine de l'environnement, de développement durable, surtout la gouvernance de ce domaine, qui est vraiment très délicate. La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, on ne cesse d'adopter des lois, des politiques, des mécanismes institutionnels, des systèmes de gouvernement, des conventions internationales partout, toutes les échelles de la gouvernance, et en parallèle, l'état de la planète ne cesse de se dégrader. Donc, c'est déjà, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'il y a un gap entre ce qu'on fait pour l'environnement et l'effet d'entraînement et l'impact de nos actions sur cet environnement. Aujourd'hui, bien sûr, la thématique qui est choisie pour ce séminaire est en ligne avec la Journée mondiale de l'environnement. Et la thématique qui est choisie pour la Journée mondiale de l'environnement est vraiment très pertinente. Pourquoi elle est pertinente? Tout simplement parce que la Terre, on peut la considérer comme le réceptacle de l'existence humaine, de toutes les activités humaines. C'est sur la Terre où l'humain a évolué. Et donc, on connaît peu de civilisations qui ont développé leur existence sur d'autres écosystèmes, par exemple marins ou peut-être aériens, mais c'est sur les écosystèmes terrestres où une grande partie de la civilisation a évolué. Alors, actuellement, on commence à comprendre que l'humanité n'a pas évolué en respectant les grands équilibres des écosystèmes terrestres. Et la santé des terres est un marqueur. Il reflète cette vulnérabilité qui a été créée par l'homme. Même dans le cas où on parle de l'impact du changement climatique, parce que le changement climatique, également, c'est le résultat des activités anthropiques depuis plusieurs siècles jusqu'à maintenant. Et donc, je vais commencer par une information et je vais finir avec une autre. Et vous allez voir quel est le lien entre ces deux informations. La première, je me réfère à un documentaire qui a été récemment mis en ligne sur la chaîne YouTube et qui s'appelle en anglais Wars Change Rivers. Wars, je ne sais pas est-ce que vous l'avez déjà visionné ou non. Wars Change Rivers. Je ne vais pas donner plus de détails parce qu'à la fin de mon intervention, je vais expliquer bien sûr de quoi s'agit-il. Mais je vais commencer par ce principe qu'on voit la Terre et le réceptacle de la civilisation humaine et de toutes les activités. Ici, on ne prend pas soin de l'équilibre de la Terre sur tous les plans. Donc, l'humanité reste vraiment de tirer sur son pied. Hein, parce que la Terre explique toutes les formes de sécurité, qu'elles soient sécurité hydrique, alimentaire, sanitaire, économique, etc. La Terre, c'est également le socle de la croissance économique. La Terre, c'est comment dire, le cadre où on peut réaliser beaucoup d'objectifs sur le plan social, culturel, économique, etc. Et donc, la Terre a un caractère sociétal. Et je vais partir de cette approche. Alors, ma présentation va focaliser d'abord sur les impacts de la dégradation des terres, désertification et sécheresse, qui est la thématique de la Journée mondiale de l'environnement, au Maroc. Et puis, je vais parler en quelque sorte des différentes options de réponse que le Maroc a déjà apportées à ces phénomènes.
mais en même temps, qu'il y ait le gap entre ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qu'on doit faire. Et donc, d'où bien sûr l'importance de la question de gouvernance qui a été mentionnée par le professeur Liban. Et la gouvernance, permet de fournir beaucoup de réponses, à la fois pour renforcer la durabilité des terres, et ça va bien sûr de la durabilité, bien sûr, de la biodiversité, de l'atténuation du changement climatique, la résilience des populations des écosystèmes, et en même temps, ça permet à la société, à l'économie, de continuer à fonctionner d'une manière équilibrée. Alors, ma présentation est plutôt pédagogique, parce que j'ai posé la question sur le type de l'auditoire qui va assister. Donc, Sylvain m'a dit qu'il y aura beaucoup d'étudiants en master, certains professeurs, etc. Donc, j'ai essayé d'être en quelque sorte pédagogique. Mais en même temps, n'hésitez pas à me poser des questions sur d'autres aspects que je n'ai pas traités. Donc, durant le débat, vraiment, donc, vous avez toute la liberté de poser des questions sur les aspects que je vais évoquer. Alors, premièrement, la dégradation des terres, la désertification et les sécheresses sont considérés comme des défis majeurs dans le contexte nord. Et donc, le choix de ces thématiques dans le cadre de cette journée mondiale de l'environnement, et en quelque sorte, c'était très pertinent pour certains pays comme le Maroc. Deuxièmement, ces différents phénomènes ont un impact négatif sur plusieurs activités socio-économiques, comme par exemple l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, etc. Ça a été démontré par notre collègue, la première intervenante. Ils ont des impacts également sur la sécurité humaine, alimentaire, hydrique, sanitaire, les moyens de subsistance, etc. Et la durabilité, la résilience des écosystèmes et des populations. Et quand on dit résilience, c'est la capacité de faire face aux chocs sans passer par des ruptures qui sont très dangereuses ou parfois difficiles à gérer. Et donc, avant d'agir, bien sûr, pour faire face à ces phénomènes, il faut d'abord les comprendre, parce qu'il y a derrière une certaine complexité, parce que ces phénomènes sont interreliés. Leur dynamique ont un caractère spécifique, ça veut dire qu'ils sont liés au territoire. Ça veut dire que les réponses qu'on peut apporter à ces phénomènes dans un territoire ne sont pas toujours pertinentes ou efficaces pour les autres territoires. Donc l'approche territoriale dans la gestion de ces effets est impérative. Alors le premier impact de ces phénomènes est d'abord sur l'équilibre des écosystèmes ou sur l'environnement de manière générale. Donc, on peut par exemple évoquer quelques impacts. Et il y a d'abord l'érosion des sols. Quand on dit érosion de sol, on est en train de parler pratiquement de plus d'un tiers des terres fertiles arabes et marocains qui sont en train d'être affectées par ce phénomène. Deuxièmement, l'érosion du sol cause la perte d'une couche arable essentielle à la fertilité des sols, et cette couche est précieuse. On peut même la mesurer en or. Pourquoi? Parce que cette couche est difficilement renouvelable. Elle se renouvelle sur des siècles et des siècles, sur une période qui est très 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 longue. Et donc le coût de restauration des terres dégradées est très élevé. Et donc ce coût parfois peut affecter le budget de l'État. Donc les budgets qui sont alloués à la restauration des terres et des écosystèmes de manière générale sont très élevés, et ça peut être au détriment d'autres aspects de développement. La dégradation des terres, par extension, cause ce qu'on appelle la perte de la biodiversité, qu'elle soit végétale, animale, etc. Et en même temps, il cause ce qu'on appelle la fragmentation des habitats naturels. Et quand on dit perte de biodiversité, il faut également associer cette perte à la perte des services écosystémiques, parce que chaque écosystème fournit des services qui ont une valeur parfois économique, une valeur sociale, une valeur
sanitaires, des valeurs artistiques, etc. Et donc la biodiversité a une valeur intrinsèque, mais en même temps il a une valeur instrumentale parce qu'il est considéré comme des inputs également pour la croissance économique, pour le développement social, pour la résilience, la santé, etc. Les phénomènes qui ont été couverts par la Journée mondiale de l'environnement sont également pertinents parce qu'ils ont une relation avec les ressources en eau. Et notre collègue a déjà, bien sûr, dans sa présentation, décrit la situation hydrique du pays, qui est critique actuellement. Mais il faut savoir que la dégradation des terres complique davantage la sécurité hydrique. Comment? Premièrement, parce que la dégradation des terres réduit la capacité des sols à retenir de l'eau. Donc il y a un effet sur le cycle de l'eau. D'accord? Deuxièmement, la dégradation des terres et la désertification, etc., amplifie les effets de la sécheresse et baisse les niveaux des nappes. Et donc, il y a un effet amplificateur sur la sécurité hydrique de la dégradation des terres. Alors, dans la première intervention, on a également mentionné l'impact de la sécheresse sur l'agriculture. C'est un impact qui est vraiment évident, surtout dans un pays où on considère le secteur agricole comme stratégique. Et par extension, l'impact sur l'agriculture impacte également la sécurité alimentaire nationale. Et ça peut également impacter le PIB national, dont une grande partie des exportations sont basées sur les produits agricoles. Et donc, il y a un effet également économique. Donc, les terres dégradées sont moins productives, ce qui entraîne une diminution des récoltes, une augmentation de l'insécurité alimentaire. La désertification et la sécheresse réduisent encore davantage la disponibilité des terres arables et de l'eau d'irrigation, ce qui aggrave bien sûr le problème de la sécurité alimentaire. Et quand on a cette insécurité alimentaire, cette pénurie d'eau et l'accès difficile à l'eau d'irrigation, la plupart des petits agriculteurs parfois préfèrent se déplacer vers d'autres lieux. Et donc, ça augmente l'exode rural ou l'immigration vers d'autres destinations. Et l'exode rural et la migration posent un problème vraiment très délicat pour le monde rural. C'est d'abord l'abandon des terres fertiles, deuxièmement la perte de la main-d'œuvre agricole, et en même temps un déséquilibre social au niveau des zones rurales. On sait très bien que les populations rurales, parfois vulnérables, cherchent à se déplacer pour avoir d'autres sources de revenus. Et on sait très bien que dans certains centres urbains, ça augmente la pression sur ces centres, ça contribue à la prolifération des activités informelles, parfois la délinquance, la sécurité, etc. Et donc, ce mouvement entre le rural et l'urbain, dans certaines situations, peut créer de nouveaux problèmes pour l'État et les collectivités territoriales. Et également, ça contribue à l'augmentation de la vulnérabilité sociale, comme la pauvreté et les inégalités sociales. Les phénomènes dont j'ai parlé ont un impact sur la santé humaine. Par exemple, dans certaines régions, les poussières qui proviennent des terres dégradées peuvent causer des problèmes respiratoires, en particulier chez les personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. La sécheresse peut entraîner une pénurie d'eau potable, ce qui augmente le risque de maladies diarrhéiques et d'autres maladies d'origine hydrique. Le changement climatique, aggravé par la dégradation des terres, est également susceptible d'entraîner une augmentation des maladies transmises par les vecteurs, etc. Alors maintenant, quel est l'impact sur l'économie? La dégradation des terres, la désertification et les sécheresses réduisent la productivité agricole. Et par extension, ils impactent l'économie nationale qui se base encore sur les inputs du secteur agricole. Et il augmente également les prix des produits de consommation, surtout les produits agricoles. Et ça affecte bien sûr le pouvoir d'achat des ménages. La pénurie d'eau peut
peut également forcer les entreprises, certaines entreprises, soit à fermer, soit à réduire leurs activités. Certaines entreprises qui sont dépendantes de l'eau. On a vu par exemple durant les dernières sécheresses que la décision d'arrêter certaines activités a mis en chômage un ensemble de personnes qui sont dépendantes de l'utilisation de l'eau. Et donc ça peut causer la baisse de l'activité économique ou par extension le niveau de croissance. Également, les coûts élevés pour restaurer les terres dégradées et toutes les mesures d'adaptation au changement climatique parfois peuvent affecter lourdement le budget public parce que ce sont des allocations financières qui sont décidées. On peut évoquer par exemple la construction de nouveaux barrages pour mobiliser davantage d'eau. Les stations de dessalement, ils sont vraiment, premièrement, énergivores et en même temps, en termes de financement, vraiment, c'est un financement très lourd. Et en même temps, l'augmentation des importations alimentaires. Ça a été évoqué. Le Maroc s'adresse actuellement vers la substitution de certaines productions alimentaires par l'importation. On a vu ça dans le domaine des céréales. Et donc la baisse de la production céréalière, c'est vrai, il est lié au changement climatique qui recule des précipitations, mais en même temps, il y a des options politiques qui vont dans ce sens. Ça veut dire préférer d'autres cultures qui sont surtout orientées vers l'exportation au détriment de la sécurité alimentaire nationale. Alors maintenant, quelles sont les mesures à prendre pour faire face à ces différents défis? Premièrement, il y a ce qu'on appelle la gestion durable des terres. Plusieurs activités peuvent s'inscrire dans ce sens, comme la promotion des pratiques agricoles durables, telles que l'agriculture de conservation. Donc le ministère de l'Agriculture commence à découvrir l'importance de ces formes de production agricole, surtout l'agriculture de conservation de précision, parce que ce sont des formes qui peuvent avoir un effet positif sur l'utilisation des ressources, sur l'équilibre des écosystèmes et en même temps sur la biodiversité. La réhabilitation des terres dégradées par les techniques comme le reboisement, la reforestation et la construction de terrasses, et la mise en place des mesures de gestion du pâturage pour prévenir le surpâturage et la dégradation des sols. Alors, tout à l'heure, on a parlé bien sûr de l'impact de l'agriculture sur les terres, mais dans l'agriculture, il y a l'élevage. Si l'élevage n'est pas fait de manière durable, il peut avoir également pour causer des dégâts pour les sols. Deuxième option, c'est la gestion durable et efficiente de l'eau. Et dans ce sens, on peut améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, donc par exemple des techniques d'irrigation qui sont très poussées, et en même temps le développement des sources d'eau non conventionnelles, comme les eaux, la collecte des eaux de pluie, en même temps le traitement des eaux usées. Je n'ai pas ajouté le dessalement parce que, à mon sens, le dessalement, ça doit rester bien sûr une solution de dernier recours. Lorsqu'on épuise, bien sûr, les solutions qui sont très abordables sur le plan financier, écologique, etc. Et donc, on a vu comment les décideurs se sont précipités pour mettre en place des stations de dessalement et les autres solutions qui sont vraiment à la portée ne sont pas totalement épuisées. Et donc, voilà, ce sont des options de gouvernance parfois qui peuvent orienter vers le futur, mais en même temps, dans le présent, il y a d'autres solutions qui sont plus utiles. Mettre en place également des mesures pour la gestion de la demande sur l'eau. On sait très bien que la gouvernance de l'eau au Maroc s'est basée sur un seul pilier, CARJ. Ça veut dire durant plusieurs décennies, on focalise uniquement sur la gestion de l'offre sans gérer la demande. D'accord. Actuellement, on est en train de créer un équilibre entre ces deux piliers et à mon sens, c'est un bon choix sur le plan politique. Alors, il y a également l'adaptation au changement climatique qui peut avoir plusieurs implications positives en matière de gestion des terres, restauration des écosystèmes, également réhabilitation ou rétablissement de la biodiversité. La recherche et développement sur les impacts du changement climatique et l'adaptation est également importante. C'est très bien que les universités marocaines sont en quelque sorte encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas développé de recherche très poussée en la matière, il y a un décalage. On dépend encore de la science qui est faite par d'autres chercheurs qui ne sont pas toujours
adapté avec le contexte marocain en matière d'adaptation. Et c'est le moment, bien sûr, que les universités marocaines s'impliquent dans ce sens. Les mesures de gouvernance et de sensibilisation sont très très importantes. Donc je ne vais pas m'étaler sur ça, mais durant le débat, bien sûr, on peut en parler. Alors, la dernière information, c'est, je reviens au documentaire, quand on veut restaurer les terres ou les écosystèmes. Alors, il y a des solutions parfois qui peuvent apparaître, comment dire, simples, parfois même ridicules au départ, mais scientifiquement parlant, ils peuvent avoir des impacts positifs vraiment énormes. Alors, aux États-Unis, dans une région, les scientifiques ont constaté qu'il y a des écosystèmes qui se sont dégradés d'une manière incroyable. Alors, ils ont fait des recherches très poussées sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Ils ont montré que la réintroduction d'îlots dans ces écosystèmes va restaurer ces écosystèmes dans quelques années d'une manière vraiment très très rapide. Il y avait une transformation de ces écosystèmes grâce à l'introduction de l'humain. Donc merci beaucoup. Merci. Merci.